C'est une époque que vous Ah, avez... une vedette, j'aime pas le mot vedette. Enfin, un acteur du cinéma muet. Voilà, un acteur. C'est ça. Parce que vedette, on vous a fait... Voici le dernier moment de Louis de Funès. Il était là, allongé dans son lit au château de Clermont, entouré d'un silence si épais qu'on aurait cru que le monde entier retenait son souffle. Lui, l'homme qui faisait rire toute une nation par une simple mimique, s'était effacé dans un murmure à peine perceptible, comme si la comédie elle-même s'inclinait devant sa dernière révérence. Le roi du rire s'est éteint sans éclat, sans caméra, sans fanfare, dans une discrétion presque cruelle pour un homme qui avait illuminé des millions de visages. Dehors, les jardins dormaient sous le givre de janvier. À l'intérieur, aucune caméra ne filmait. Aucun journaliste n'attendait. Ce n'était pas une scène de cinéma, mais la fin d'un acte, le dernier, et personne ne savait encore à quel point ce départ allait laisser un vide. Car Louis de Funès, malgré toute sa célébrité, avait choisi de partir comme il avait vécu ces dernières années, loin du tumulte, reclus dans son univers privé, là où personne ne pouvait vraiment deviner ce qu'il ressentait, ce qu'il craignait, ce qu'il regrettait peu, être. L'ironie est cruelle. Celui qui incarnait l'exubérance, l'excès, l'hyperactivité comique, est mort dans l'immobilité la plus absolue. Et c'est peu, être cela, le paradoxe le plus bouleversant. Toute sa vie, il a lutté contre l'oubli, contre l'anonymat, contre les rôles secondaires dans lesquels on l'enfermait. Et au moment où il devient une légende incontestée, c'est le silence qui l'engloutit. Le rire s'arrête, le rideau tombe. Mais derrière cette fin paisible, presque anodine, se cache une vérité moins connue, celle d'un homme rongé par le perfectionnisme, par l'angoisse, par un cœur affaibli qui ne suivait plus le rythme effréné de sa gloire. Car oui, Louis de Funès a su transformer ses névroses en art. Il puisait dans ses peurs, ses obsessions, son hypersensibilité, pour offrir aux autres ce qu'il avait le plus de mal à s'offrir à lui-même, la légèreté. Et c'est là que réside le véritable drame. Derrière chaque éclat de rire, il y avait une tension. Derrière chaque grimace, une fatigue. Derrière chaque rôle, une solitude que peu de gens soupçonnaient. À force de faire rire les autres, il s'était presque interdit de se montrer vulnérable. Il était devenu prisonnier de son propre génie comique. Cette vidéo n'est pas seulement une ode à sa carrière, c'est une tentative de comprendre ce qu'on ne voyait pas à l'écran. Que s'est-il réellement passé dans ces dernières années? Pourquoi cet isolement? Quel sacrifice a-t-il consenti pour devenir l'icône absolue de l'humour français? Et surtout, pourquoi son départ, aussi discret qu'il fut, continue-t-il de nous émouvoir autant? À travers cette plongée dans les dernières années de Louis de Funès, nous allons remonter le fil de sa vie, interroger ses choix, revisiter ses plus grands succès, mais aussi ses douleurs cachées. Nous allons découvrir ce que la France a perdu le 27 janvier 1983. Pas seulement un acteur, mais une part de son enfance, de sa légèreté, de son rire collectif. Et peut-être, au bout de ce récit, comprendrons-nous pourquoi certains départs marquent plus que d'autres, même lorsqu'ils se produisent dans le silence. Dans l'imaginaire collectif français, Louis de Funès n'était pas seulement un acteur. Il était une mécanique du rire, une tornade d'expression, un concentré de génie comique. Rien qu'à l'évocation de son nom, des images surgissent immédiatement dans les esprits. Un gendarme dépassé, un restaurateur hystérique, un industriel tyrannique ou un rabbin poursuivi par des antisémites. Toujours en mouvement, toujours au bord de l'explosion. Il n'y avait pas besoin de dialogue. Une grimace suffisait, un regard ahuri, une main qui s'agite, et tout le monde riait. De Funès, c'était la France qui se moquait d'elle-même, sans jamais se lasser. Pourtant, ce visage si familier du cinéma populaire a mis bien longtemps à trouver sa place. Dans les années 1940 et 1950, Louis enchaîne les petits rôles, souvent invisibles, souvent muets. Il est le voisin râleur, le client impatient, le fonctionnaire maladroit. Rien ne le distingue encore des dizaines de seconds couteaux qui peuplent les plateaux. Mais dans cette période d'ombre, il affine son instrument le plus précieux, son corps. Son jeu, entièrement fondé sur le mouvement, la rapidité et la surprise, devient une partition à part entière. Et lorsque le succès arrive enfin, il est fulgurant.
À partir des années 1960, tout bascule. Le véritable tournant a lieu en 1964 avec Le Gendarme de Saint-Tropez, une comédie signée Jean Giraud. Le rôle de Ludovic Cruchot, gendarme autoritaire et complètement dépassé par les événements, propulse de Funès au sommet. Le public l'adore. Sa gestuelle burlesque, ses montées de colère, son débit mitraillette font mouche. Il devient alors la figure centrale d'un nouveau genre de comédie française, à la fois accessible et intelligente, populaire et rythmée, mêlant satire sociale et folie douce. Il n'est plus question de second rôle. Il est le moteur du film, l'axe autour duquel tout tourne. Il n'interprète pas les scènes, il les dynamite. Dès lors, les triomphes s'enchaînent à un rythme vertigineux. Le Cornio, 1965, avec Bourvil, puis La Grande Vadrouille, 1966, deviennent des classiques instantanés, battant tous les records d'entrée en salle. Oscar, Fantomas, La Folie des Grandeurs, L'Aile ou la Cuisse, L'Avare, La Soupe aux choux. Chacun de ces rôles est une variation subtile sur le même thème. Un homme pris dans ses contradictions, bousculé par le monde moderne, incapable de tout contrôler, mais toujours attachant malgré ses excès. Et à travers lui, c'est toute une époque qui se reflète. La France des 30 glorieuses, de l'ordre établi, de l'autorité en perte de vitesse. Ce succès planétaire, paradoxalement, le pousse à fuir les projecteurs. Loin d'être grisé par la gloire, Louis reste un homme réservé, presque farouche, refusant les interviews et les mondanités. Il vit à l'écart, dans son château de la Loire, auprès de sa femme Jeanne, l'amour de sa vie et de ses enfants. Passionné de jardinage, de musique classique et de silence, il se ressource dans une existence simple, à 1000 lieues de l'image qu'on se fait de lui. Ce contraste entre l'hystérie comique de l'écran et la pudeur de l'homme réel alimente une forme de mythe. Et c'est aussi ce qui rend son destin si fascinant. Dans les années 1970, Louis de Funès est au sommet de sa popularité. Il règne sans partage sur le box-office français, enchaînant les rôles taillés sur mesure. Il incarne le patron despotique dans Hibernatus, le restaurateur hystérique dans L'Aile ou la Cuisse, le bourgeois paranoïaque dans La Zizanie, mais derrière cette omniprésence se cache une tension croissante. L'acteur, perfectionniste maladif, supporte mal les contraintes du tournage. Il réécrit les dialogues, corrige la mise en scène, exige des prises multiples. Il travaille sans relâche, obsédé par le rythme, le geste juste, le bon tempo. Ce besoin de contrôle extrême finit par user son corps autant que son entourage. Et puis, il y a cette autre facette, moins connue, plus tendre. Louis le mélancolique. Celui qui adorait Chopin, qui dessinait des fleurs dans ses carnets, qui craignait la maladie plus que tout. Celui qui savait que sa célébrité était fragile, que le rire pouvait s'arrêter d'un coup. Et qui parfois regardait ses propres films avec une distance douloureuse, comme si ce personnage qu'il incarnait n'était plus tout à fait lui. Le premier signal d'alarme n'a pas été entendu. Ou peut-être a-t-il été volontairement étouffé. À la fin des années 1960, alors que Louis de Funès enchaîne les tournages à un rythme infernal, son entourage commence à percevoir une fatigue nouvelle, un essoufflement qui dépasse la simple lassitude. Lui-même le sait, son cœur s'emballe, son souffle est plus court, ses colères à l'écran le laissent vider. Mais il refuse de ralentir. La peur de tomber dans l'oubli est plus forte que celle de tomber tout court. Louis n'est pas un acteur comme les autres. Il est un artisan du rire, un horloger de la gestuelle. Il contrôle chaque mouvement, chaque silence, chaque soupir. Rien n'est laissé au hasard. Sur un plateau, il devient chef d'orchestre, dictant le rythme, corrigeant les collègues, allant jusqu'à refaire une scène 20 fois si nécessaire. Ce perfectionnisme frôle l'obsession. Mais il cache aussi une angoisse profonde. Celle de ne pas être à la hauteur, de décevoir un public qui l'adule, mais qui pourrait se détourner à la moindre erreur. C'est dans ce contexte de tension permanente qu'intervient le premier drame. En mars 1975, alors qu'il s'apprête à tourner un nouvel épisode de la saga du gendarme, Louis est victime d'un double infarctus. Le choc est brutal. Hospitalisé en urgence, il frôle la mort. Pour la première fois, l'homme qui faisait rire la France entière se retrouve impuissant,
alité, dépendant. Le diagnostic est sans appel. Il doit cesser immédiatement toute activité intense. Le médecin est clair, presque sec. Si vous continuez à jouer comme ça, vous y resterez. Mais peut-on demander à un acteur de renoncer à la scène comme on demande à un pilote de renoncer au ciel? Pour Louis, l'idée même de raccrocher est une tragédie intime. Il accepte de ralentir, oui, mais il ne peut pas s'arrêter. Il refuse de mourir dans l'ombre. Alors, contre l'avis des médecins, il prépare son retour. 2 ans après sa crise cardiaque, il revient dans l'Aile ou la Cuisse aux côtés de Coluche. Mais quelque chose a changé. Le rythme est plus lent, les mouvements plus calculés. Derrière les mimiques, l'énergie débordante d'avant s'est tamisée. Le corps ne suit plus aussi vite que l'esprit. Les tournages deviennent plus espacés. Louis choisit désormais avec soin ses projets. Il refuse les sollicitations médiatiques, décline les interviews, se retranche dans son château. Le public continue de le suivre, mais les observateurs les plus attentifs notent cette forme de retrait progressif, cette manière de s'effacer tout en restant présent. Il tourne encore quelques grands succès. La zizanie, l'avare, la soupe aux choux, mais l'élan est brisé. Son art reste intact, mais il devient fragile, comme une porcelaine qui risquerait de se fêler au moindre faux pas. Et puis, il y a cette solitude qui s'installe lentement. Non pas celle de l'abandon, sa femme Jeanne et ses enfants restent à ses côtés jusqu'au bout, mais celle du poids du mythe. Louis ne sort presque plus. Il n'assiste pas aux avant-premières. Il ne monte plus sur les planches. Ses journées sont rythmées par les promenades dans les jardins, la lecture, la musique. Il correspond parfois avec ses amis proches, mais sans s'épancher. Il garde tout pour lui. Le rire, désormais, est pour les autres. Lui vit dans un silence qu'il s'est lui-même imposé. Ses collègues, eux, s'inquiètent. Certains évoquent un Louis ému aux larmes, d'autres parlent d'un homme habité par une inquiétude constante. Il y a dans ces derniers rôles une forme de gravité nouvelle. Dans l'Avare, adaptation de Molière qu'il réalise lui-même, il injecte une mélancolie saisissante au personnage d'Harpagon. Le rire devient grinçant, presque douloureux. On sent l'homme derrière le masque. Et dans La soupe aux choux, tournée en 1981, il choisit un rôle de paysan vieillissant, ami avec un extraterrestre, dans une comédie absurde mais touchante. Le film est reçu avec tendresse, mais pour beaucoup, c'est un adieu déguisé. En 1982, il reçoit un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. La salle se lève, les applaudissements fusent. Et pourtant, dans ses yeux, on devine autre chose qu'une simple émotion. Peut être une forme de tristesse. Peut être la conscience qu'il ne pourra plus jamais remonter sur scène. Ce soir-là, devant un parterre de stars, Louis de Funès dit simplement « Merci » et riez encore. Ce seront presque ses derniers mots publics. Il y a quelque chose de terriblement injuste dans le fait que Louis de Funès, l'homme qui a fait rire des générations entières, ait terminé sa vie dans une solitude presque cérémonieuse, comme si le silence était devenu son ultime partenaire de scène. Peu de gens savent à quel point cet isolement était choisi, mais aussi subi. Il avait beau vivre entouré de sa famille, recevoir parfois la visite de quelques amis fidèles, le cœur de Louis s'était replié. Non par amertume, mais par fatigue, par pudeur surtout. Car il ne voulait pas qu'on le voie diminuer. Lui, le maître du rythme, ne supportait plus l'idée d'être ralenti. Ses proches témoignent de cette transformation. Jeanne, sa femme, racontait qu'il passait des heures entières à contempler les rosiers de son jardin ou à écouter Chopin les yeux fermés. Il lisait beaucoup, mais ne riait presque plus. Il regardait rarement ses propres films, comme si ces personnages exubérants lui paraissaient désormais étrangers. À certains moments, il se demandait s'il n'avait pas été prisonnier de son propre succès. « Je suis devenu un pantin que les gens attendent de voir s'agiter », aurait-il confié un jour à son fils Olivier. Une phrase simple, mais terrible. Derrière le masque, un homme épuisé, presque inquiet de ne plus exister sans son costume de clown. Et puis il y avait cette peur constante, celle d'être remplacé. Même au sommet, Louis de Funès ne se sentait jamais en sécurité. Il redoutait l'arrivée d'une nouvelle génération d'acteurs comiques, plus jeunes, plus audacieux, plus modernes.
Il observait de loin la montée de Coluche, les facéties des inconnus, le cinéma burlesque anglo-saxon, sans jamais le critiquer, mais avec une inquiétude muette. Il savait que le rire évolue, que ce qui fait rire aujourd'hui fera peu être haussé les épaules demain. Cette lucidité sur sa propre obsolescence le rongeait doucement. Les médias, eux, continuaient à l'encenser, mais dans une forme de nostalgie figée. On le célébrait déjà comme une légende du passé, alors qu'il était encore vivant. Cela le blessait. Il n'avait pas envie d'être un monument. Il voulait rester vivant, imparfait, imprévisible. Mais son corps ne le permettait plus. Il refusait de se montrer malade. À la télévision, il apparaissait rarement. Lorsqu'on lui proposait une émission hommage, il répondait souvent « On rend hommage aux morts, moi je suis encore là ». Cette phrase, devenue célèbre, était autant une boutade qu'un aveu douloureux. Ses collègues, eux aussi, parlent d'un Louis à double visage. Sur le plateau, il restait exigeant, drôle, parfois cassant. Mais en coulisses, il devenait silencieux, presque fuyant. Michel Galabru, son partenaire dans la série des Gendarmes, a confié des années plus tard. On riait beaucoup avec lui, mais on ne riait jamais de lui. Il gardait toujours une distance, comme s'il avait peur qu'on voie autre chose que l'acteur. Et ce autre chose, c'était peu, être un homme envahi par le doute, fragilisé par l'âge, tiraillé entre gratitude et lassitude. Un détail, souvent oublié, illustre à lui seul cette vérité noire. Louis de Funès a refusé jusqu'au bout d'écrire ses mémoires. De nombreux éditeurs lui avaient proposé des contrats mirobolants, certains avaient même préparé des trames, rassemblé des archives. Mais il refusait. « Ma vie n'intéresserait personne », disait-il. Et pourtant, quelle vie! Cet effacement volontaire révèle une chose essentielle. Il ne voulait pas être réduit à un récit figé, à une image figée. Il préférait qu'on se souvienne de lui à travers l'éclat d'un rire, pas à travers les confessions d'un vieil homme fatigué. Le 27 janvier 1983, au petit matin, alors que le gel recouvre encore les vignes autour du château de Clermont, Louis de Funès rend son dernier souffle. Il est dans sa chambre, paisible. Pas d'ambulance, pas de panique, juste un souffle qui s'arrête, discrètement, presque élégamment. Jeanne est à ses côtés. Ses fils arrivent peu après. La nouvelle n'est rendue publique qu'en fin de journée. À Paris, les rédactions sont prises de court. À la télévision, on cherche des extraits à diffuser. Mais ce qui frappe le plus, ce jour-là, c'est le silence. Comme si toute la France s'était tue, d'un coup, par respect. Dans les jours qui suivent, les hommages affluent. Les salles de cinéma ressortent ses films. Les enfants découvrent ses grimaces. Les adultes pleurent un souvenir. Une photo circule beaucoup dans les journaux. Louis de Funès, en noir et blanc, le regard posé, un demi-sourire. Pas une scène, pas une affiche, juste lui, nu, presque. Et dans ce regard, on devine une forme de soulagement. Comme s'il savait que tout cela finirait un jour, et que ce jour-là, il serait prêt. À travers le destin de Louis de Funès, c'est une question bien plus vaste qui se pose. Que reste-t-il d'un artiste lorsque le rideau tombe? Lorsqu'il n'y a plus de projecteur, plus de script, plus de rire en fond de salle, que devient celui qui a incarné l'insouciance collective d'un peuple quand la fatigue, le doute et la maladie viennent grignoter le personnage jusqu'à l'effacer doucement? Chez Louis, la réponse semble avoir pris la forme d'un retrait pudique, d'une disparition progressive, choisie autant que redoutée. Ce qui frappe dans son parcours, ce n'est pas seulement le contraste saisissant entre l'homme public et l'homme privé. C'est cette obsession du contrôle, ce besoin viscéral de maîtriser son image, jusqu'au dernier instant. De Funès voulait tout diriger. Les scènes, les gestes, les silences, mais aussi la façon dont il serait perçu. Refuser les hommages, les mémoires, les confidences. C'était sa manière de garder le mystère, de protéger l'intimité derrière la caricature. Une manière aussi peut être de dire qu'il ne se reconnaissait plus dans ce qu'il était devenu aux yeux du public, une légende figée. Et pourtant, on ne peut s'empêcher de ressentir une forme d'injustice. Comme si cet homme, dont le talent a touché des millions de vies, n'avait jamais osé recevoir pleinement l'amour qu'on lui portait. Par peur, par fierté, ou simplement par pudeur.
être un peu détroit. À force de vouloir rester petit, il est devenu immense. À force de fuir la lumière, il est devenu éternel. Et c'est ce paradoxe qui rend son histoire si bouleversante. Il voulait juste vivre tranquille, mais il est mort en icône. Ce que l'on comprend aussi, à travers cette trajectoire, c'est la cruauté de l'industrie du divertissement. Elle exige, elle pousse, elle consomme les corps comme les idées, jusqu'à l'épuisement. Louis de Funès a donné tout ce qu'il avait, parfois plus encore. Et quand son cœur a dit stop, il n'a pas eu le choix. Il n'y avait pas de plan B. Juste une maison, un jardin, une femme aimante et le silence. Le grand silence après le grand éclat. Alors, que nous reste-t-il de lui? Des films, bien sûr, des scènes cultes, des rires intemporels, mais aussi une leçon, discrète, poignante, celle d'un homme qui a tout fait pour faire rire les autres, quitte à en oublier parfois de se faire du bien à lui-même. Et vous, qu'en pensez-vous? Le destin de Louis de Funès aurait-il pu être différent? Aurait-on dû l'écouter davantage, le protéger davantage, le remercier autrement? Certains adieux ne font pas de bruit. Ils glissent dans le temps, comme une ombre sur un rideau rouge, comme un soupir qu'on retient. Celui de Louis de Funès appartient à cette catégorie d'adieux que l'on ne voit pas venir, mais dont l'absence se prolonge longtemps après. Ce n'est pas le cri du départ qui résonne, c'est le silence qu'il laisse derrière lui. Et ce silence-là, en France, résonne encore, car Louis n'est jamais vraiment parti. Il est resté là, dans un éclat de rire d'enfant, dans une imitation d'adulte à table, dans une expression détournée 1000 fois. Il est dans nos souvenirs, dans nos dimanches pluvieux devant la télé, dans les cassettes usées, les DVD rayés, les replays nocturnes. Il n'a pas eu besoin de testament artistique. Il a légué autre chose, une énergie, une folie douce, une façon de résister à la morosité, même quand tout s'écroule. En cela, il est devenu un refuge. On dit souvent que les comédiens meurent 2 fois. La première sur scène, la seconde dans la mémoire. Mais Louis de Funès défie cette règle. Sa scène est éternelle. Elle s'étend d'un siècle à l'autre, d'une génération à la suivante. Ce n'est pas la nostalgie qui le garde vivant, c'est la joie. Cette joie qu'il a semée sans compter, à travers chaque rôle, chaque réplique, chaque rictus. Un sourire tordu qui valait 1000 discours. Une course effrénée dans un uniforme trop grand. Une colère feinte devenue culte. Autant de fragments d'un homme que l'on croyait connaître. Et pourtant, derrière ce feu d'artifice, il y avait la pudeur d'un jardinier discret, la foi silencieuse d'un croyant modeste, le regard fatigué d'un homme qui avait trop donné. Louis, l'excessif à l'écran, était l'ascète dans la vie. C'est peu être pour cela que son départ nous touche autant, parce qu'il ne cherchait pas à marquer l'histoire, mais simplement à bien faire son métier. Et dans cette simplicité, là réside la noblesse de son héritage. Aujourd'hui, quand le monde semble vaciller, on se surprend à vouloir revoir la Grande Vadrouille, Rabbi Jacob, le Cornio, non pas pour fuir la réalité, mais pour y retrouver un fragment de nous-mêmes. Une époque, une insouciance, un rythme qui ne reviendra plus. Louis de Funès n'a pas seulement fait rire la France. Il l'a accompagné dans ses métamorphoses, ses peurs, ses bonheurs simples. Et même si le rideau est tombé, il reste la lumière, celle d'un regard qui brille encore quelque part dans le cœur de ceux qui n'ont jamais cessé de rire avec lui.